Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la 3e émission de Studio Lacan, ce 4 décembre, sur Lacan Web TV, et que nous animerons Angèle et moi. Bonjour Angèle. Bonjour Eric. Alors, au programme de cette émission, aujourd'hui, Un divan dans le monde, nous y accueillerons Patrick Landman et Hervé Castanet pour un débat. La thèse neuro tient-elle la route ? Pour l'écho de la culture, Franche Jégu est allé au cinéma pour nous, voir le dernier film de Ridley Scott. Et enfin, dans Actualité de la psychanalyse, Philippe Lassagna se penchera sur un aphorisme de Lacan, « L'inconscient, c'est la politique ». Mais d'abord, place au débat. Nous accueillons aujourd'hui Hervé Castanet et Patrick Landman qui vont débattre avec nous autour d'une question. La thèse neuro tient-elle la route ? Hervé Castanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et donc de l'Association mondiale de psychanalyse. Vous êtes professeur des universités, vous avez dirigé plusieurs ouvrages et vous êtes l'auteur d'un livre à paraître prochainement justement sur la thèse neuro. Patrick Landman, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste membre de l'Espace Analytique, juriste, président de Stop DSM. Vous avez également dirigé et coécrit plusieurs ouvrages, dont l'un qui est intitulé « Tous hyperactifs » aux éditions Albin Michel. Alors, vous allez nous dire si la thèse neuro tient la route, puisque c'est le titre de cette séquence. Alors, dites-nous d'abord, cette thèse neuro, au fond, qu'est-ce ? La thèse neuro, c'est l'expression que j'ai utilisée, sous-entendue neurobiologique, est une thèse aujourd'hui promue par les neurosciences, et notamment la neurobiologie, qui a une volonté, un projet hégémonique, c'est-à-dire d'interpréter la totalité de ce qui relève de la vie psychique par une causalité neuronale. Et c'est une thèse qui non seulement concerne la clinique, mais qui pour certains veut être élargie au rang de l'ensemble des champs épistémiques, donc produire une neurohistoire, une neuroéconomie, une neurosociologie, et aller jusqu'à produire une neuroéthique et même de mettre la thèse neuro comme modèle d'une nouvelle démocratie. Je force à peine le trait. C'est effectivement ce qui est proposé aujourd'hui. Et donc on peut l'apprendre par les deux bouts. Soit le bout de la clinique, effectivement, puisqu'aujourd'hui les départements universitaires de psychiatrie se réfèrent plutôt à cette thèse, les départements universitaires de psychologie qui quand même souvent, à part quelques exceptions, courent après le scientisme des psychiatres, reprennent à leur tour cette thèse neuro, c'est-à-dire que tout ce que à quoi nous avions cru, que nous pensions comme être le sel de notre pratique, Freud, Lacan, leurs élèves, etc., ça paraît une thèse complètement hors science, qui n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est ce que démontre la méthode expérimentale des sciences naturelles, expliquée et appliquée à l'esprit, le mind des anglo-saxons, de façon générale, systématique. C'est l'application de la thèse matérialiste et naturelle, au sens des sciences naturelles, à tout ce qui relève de cette vie psychique pour l'interpréter et avec la volonté de la preuve qui se marque dans le cerveau, au sens d'une topographie, d'une topologie cérébrale qui se vérifie par les méthodes de l'imagerie du cerveau et qui sont de plus en plus perfectionnées, de plus en plus précises et qui permettent de repérer les engrammes. C'est une
une idéologie, si vous voulez, qui essaye de voir ce moment où la naissance de la pensée et son inscription dans le cerveau, son inscription matérielle, enfin adviendrait. Mais au fond, d'où vient-elle alors, cette thèse neuro ? Elle vient des travaux des neurobiologistes et notamment du moment où les neurosciences se conjuguent au singulier, la neuroscience, ça date des années 1970 et qui ensuite, c'est une tentative avec les développements de l'imagerie cérébrale de recycler, de reprendre des théories beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire l'organicisme par exemple de la psychiatrie lorsqu'elle n'était pas encore tout à fait dégagée de la neurologie. C'est-à-dire pour cette nouvelle thèse neuro, au fond, je le dis avec une certaine force, parce que c'est très important, la psychiatrie n'a plus aucune valeur. C'est une discipline métaphysique, c'est dit comme ça dans les textes, de nature théologique. La seule chose qui vaille, c'est la neurologie. Comme président de Stop DSM, justement, Patrick Landman, vous avez peut-être vu cette évolution qui s'aperçoit peut-être dans l'évolution elle-même du DSM. Oui, alors je souscris pleinement à ce que vient de dire Hervé. Ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons qui ont fait que ça a complètement envahi le champ de la pratique psychiatrique, le champ de la recherche psychiatrique, plus que d'ailleurs de la pratique, qui résiste. Alors moi, la première réflexion qui me vient, c'est que au cours des années 70, il y a une véritable offensive de remédicalisation de la psychiatrie. C'est-à-dire que la psychiatrie était un peu démédicalisée, elle n'a jamais été complètement médicalisée, parce qu'il y a toujours... La psychiatrie a quand même je dirais, dans la postérité de l'hygiène publique. Donc c'est pas simplement une discipline médicale. Mais elle était quand même très médicalisée, et elle s'est fait démédicaliser sous l'influence de la psychanalyse, qui a joué un rôle très important pour démédicaliser la psychiatrie, et sous l'influence aussi de l'antipsychiatrie, de tous les mouvements antipsychiatriques qui ont fleuri dans les années 60-70. Et il y a eu une réaction en particulier de l'Association des psychiatres américains qui ont fait la troisième version du DSM, le DSM-3, avec des paradigmes vraiment médicaux sur le modèle des sciences médicales, avec effectivement cette idée de l'expérimentation, des études cliniques, des preuves. Par exemple, le cas d'Aura, sur lequel nous avons travaillé, qui a permis de transmettre la psychanalyse à des générations entières, n'a plus aucune valeur dans ce système, dans la mesure où ce n'est pas une étude clinique randomisée sur 10 000 cas. La deuxième raison, à mon avis, c'est, plus tardivement, c'est ce que j'appellerais l'invisibilisation de la folie. C'est-à-dire il faut la rendre invisible, et ça s'est passé surtout dans la pédopsychiatrie, où il s'agissait de invisibiliser les psychoses infantiles, les supprimer de la nomenclature. Ça a été ce qu'a été fait le DSM, de façon à effectivement, avec comme toujours des bonnes raisons, c'est-à-dire anti-stigmatisation, inclusion, etc. Mais en fait c'est une invisibilisation, plus qu'un déni, plus qu'une phobie ou une psychophobie, c'est une invisibilisation. Ça, c'est le point. Et puis, il y a, je reprendrai une expression de Lacan, il y a un pouce à la science en psychiatrie qui est là maintenant, qui grâce à l'imagerie cérébrale, et il faut dire que l'imagerie cérébrale rend visible des choses pour invisibiliser la folie. On peut justement voir les neurones qui sont activés dans telle ou telle circonstance, dans tel ou tel supposé trouble mental. Donc, paradoxalement, en rendant visible comme un microscope du XXe siècle, la neuroimagerie a permis cette invisibilisation de la folie, qui est un problème anthropologique, un problème, je pense que Hervé, qui va nous faire un livre de référence, parlera de ça longuement, parce que je pense que c'est un signifiant très important, invisibilisé. C'est d'ailleurs d'Alain Vanier que je le tiens, on en avait parlé ensemble, et c'est lui qui a sorti ce signifiant invisibilisation de la souffrance psychique et surtout de la folie. Parce que bon, moi j'appartiens à une génération qui a quand même été passionnée par l'énigme de la folie. Il y avait Lacan, il y avait Foucault, enfin, etc. Et puis il y avait Antonin Artaud, il
y avait même chez les philosophes, il y avait Nietzsche, il y avait, Gérard de Nerval chez les poètes, tout ça nous intéressait. Et tout ça, évidemment, n'a plus rien à voir à partir du moment où on parle de la thèse Neuro. Il y a donc une volonté, au fond, de se débarrasser de la causalité psychique. Mais alors, pourquoi cette thèse Neuro se dit-elle science, au fond ? Elle se dit science parce qu'elle reprend les principes mêmes des sciences naturelles, c'est-à-dire de naturaliser la folie. Nous, notre génération, ça, je suis d'accord avec Patrick, c'était au fond d'aller contre la naturalisation de la folie pour maintenir son énigme. C'est le fameux débat dans la causalité psychique entre Lacan et Henriet, justement, qui conteste l'organicisme d'Henriet, qui avait une version presque généralisatrice, tirée de Jackson, etc. Et là, il y a une volonté de trouver la trace neuronale, qu'on appelle l'engramme, mais aussi la trace, avec l'illusion que l'imagerie va le prouver. Mais là où il y a un tour de passe-passe, à l'intérieur même du discours et du paradigme produit par la neurobiologie et les neurosciences, c'est d'imaginer que le microscope, ou ces formes absolument magnifiques de l'imagerie, prolonge l'œil. Il y a vraiment cette phrase que j'ai toujours beaucoup aimée de Gaston Bachelard, qui dit que le microscope prolonge non pas l'œil, mais le concept. Donc il s'agit de voir quelle est en quelque sorte la philosophie spontanée, pour reprendre une expression d'Althusser, qu'un grand neurobiologiste français qui domine de sa stature le milieu, à savoir Jean-Pierre Changeux, réutilise pour lui-même. C'est-à-dire, si on repère le tour de passe-passe épistémologique, c'est qu'il se constitue à partir du point où enfin on va voir comment ça se passe. Alors il y a quelque chose qui est très important à l'intérieur même des neurosciences, c'est qu'on avait une conception génétique du cerveau avec les 20 000 gènes, et en quelque sorte il y avait c'est définitif, c'est acquis. C'était un peu ce qu'on disait de la neurologie. Elle arrivait à des descriptions cliniques extrêmement fines, et puis ensuite le diagnostic c'était généralement au revoir monsieur, rentrez chez vous, au revoir madame, rentrez chez vous. Et aujourd'hui les neurobiologistes sont arrivés à introduire deux modèles conceptuels, à savoir l'épigénèse et la plasticité neuronale. L'épigénèse, c'est-à-dire qu'au fond, il y a 100 milliards de neurones pour le cerveau humain, mais il y a 90% des synapses, c'est-à-dire les articulations entre les neurones, qui ne sont pas constituées à la naissance. Donc il y a l'idée que là, enfin, il y a du possible. Même que la culture va pouvoir être rendue possible par la sélection synaptique. Et la deuxièmement, c'est la plasticité qui fascine parfois, y compris les psychanalystes, qui croient que là, avec la plasticité neuronale, on va pouvoir joindre la psychanalyse et la science pure et dure, à savoir que les connexions cellulaires et les connexions synaptiques peuvent changer, au fond, au cours des stimulus qui sont produits. Donc il y a une sorte d'évolution qui rend possible les choses. Il y a aussi une modification à l'intérieur des neurosciences qui leur ont donné, au fond, l'idée d'un Eldorado, et qui fait que de jeunes chercheurs extrêmement brillants se disent « mais oui, allons chez les enfants ». Allons chez les adolescents et voyons comment ça bouge. Je vous interromps, c'est tout à fait passionnant. Nous allons poursuivre dans quelques instants, mais je vais tout de suite donner la parole à France Jégu qui va nous tenir une chronique sur un film qu'elle a vu au cinéma récemment. Bonjour France Jégu, je crois que vous êtes allé voir pour nous le dernier film de Ridley Scott. Absolument, je suis allée voir Le Dernier Duel, donc un film qui est sorti en salle le 13 octobre dernier, dans lequel Ridley Scott renoue avec le duel, qui est un thème de son premier long métrage de 1977. Sauf que cette fois-ci, il est parti d'une histoire vraie que Eric Yeager, qui est un médiéviste américain, raconte dans un livre grand public qui est sorti en 2004.
Alors l'histoire est la suivante. Jean de Carouge, un chevalier désargenté qui est bon qu'à faire la guerre, va provoquer en duel son ancien meilleur ami, l'écuyer Jacques Legris. Alors c'est que Marguerite, la femme de Carouge, a accusé Legris d'avoir profité de l'absence de son époux pour s'introduire chez elle et la violer. Ce que bien entendu Legris nie farouchement. Alors, ayant décidé de porter devant Dieu leur querelle, les deux hommes vont s'affronter à mort le 29 décembre 1386 à Paris. Et conformément au jugement de Dieu, celui qui sortira vainqueur de ce combat verra sa cause reconnue, alors que le vaincu sera à jamais considéré comme un menteur. J'ai lu, France, ici et là, que le film résonnait avec une certaine actualité, qu'il soutenait une thèse. Oui, c'est vrai. Toute la communication d'ailleurs du film nous incite à lire ce film, Le Dernier Duel, comme un MeToo médiéval et à établir un parallèle entre notre époque contemporaine et le XIVe siècle. Alors je pense par exemple aux très beaux plans de Notre-Dame en construction, qui sont évidemment un clin d'œil à la restauration actuelle de la cathédrale qui a été victime des flammes en 2019. Mais je pense aussi au casting qui a donné subtilement le rôle du comte Pierre, seigneur débauché, infidèle, à Ben Affleck, dont les déboires conjugaux sont célèbres. En tout cas, dans ces circonstances, c'est très difficile de manquer le moment MeToo du film, quand la belle-mère de Marguerite déclare à sa bru « Moi aussi, tu sais, j'ai été belle, j'ai été jeune, et moi aussi, j'ai été violée et j'en ai pas fait tout un plat ». Et du coup, on fera aussi le rapprochement entre le supplice auquel on soumet Marguerite, qui est forcée de répondre devant la cour à tout un tas de questions extrêmement intrusives. Et on fait le rapprochement, bien entendu, avec l'époque actuelle et les victimes de viol qui sont contraintes de se justifier, par exemple, quand elles portent plainte, auprès de policiers parfois dubitatifs. Alors du coup, la thèse du film est claire et donc l'alternance des scènes de combat qui sont magnifiques, d'ailleurs magnifiquement filmées, donc l'alternance des scènes de combat et des scènes conjugales dénonce un monde de violence dont les femmes sont les victimes et les râles des champs de bataille font écho à ceux qu'on entend dans les chambres à coucher et donc on comprend que, en gros, Marguerite, elle a été violée toute sa vie, légalement au départ par son mari et puis ensuite par Jacques Legris. Mais au fond, France, est-ce que ce film est uniquement un film à thèse ? Peut-être se révèle-t-il un peu plus subtil ? Tout à fait. C'est un film puissant, bien plus subtil qu'un film à thèse. Et présenté dès le premier plan comme d'après une histoire vraie, il y est constamment question de vérité. Donc, qui dit la vérité ? Est-ce que c'est Carouge ? Est-ce que c'est Legris ? Vérité d'ailleurs sur laquelle seul Dieu peut statuer. Et pourtant, c'est précisément, je dirais, dans les libertés prises par les scénaristes avec la vérité historique que se loge une morale bien plus dérangeante. Je m'explique. Dans son livre, donc le médiéviste dont je vous ai parlé, Jäger, s'étonne que personne ne se soit intéressé à l'époque à la grossesse de Marguerite, qui, après bien des années d'infertilité auprès de son mari, tombe précisément enceinte au moment du viol. Alors, ce point, en revanche, va être abondamment exploité par Ridley Scott, qui, d'ailleurs, peuple son film de femmes enceintes. Elles sont toutes enceintes. La meilleure copine de Marguerite tombe enceinte, la femme de Pierre d'Alençon en est à sa 8e grossesse, et même la reine de France est enceinte. Tout le monde sauf Marguerite. Alors, si les contemporains de Marguerite ne se sont pas intéressés à cette grossesse, comme nous le dit Jäger, c'est que précisément, nous explique toujours Jäger, on pensait alors que seul un rapport sexuel suivi de petites morts pouvait mener à une grossesse. Et le viol étant par nature désagréable, eh bien, il n'y avait strictement aucun risque de tomber enceinte de cette manière-là. Et dans le film, on voit bien que c'était la théorie officielle, même médicale, qui circulait à l'époque et qui, bien entendu, arrangeait tout le monde, puisque c'était une manière de s'assurer que la lignée du Seigneur était protégée. Dans le film, en revanche, il n'est question que du manque de satisfaction que Marguerite tire de ses ébats.
Son mari, par exemple, s'inquiète, non, il s'enquiert, parce qu'il ne s'inquiète pas tellement, il s'enquiert du pleasurable outcome, donc il pense au fils qu'il attend que Marguerite lui donne. Le médecin qu'elle consulte lui pose les mêmes questions, et pareil, plus tard, lorsqu'elle témoigne devant la cour, là encore, en présence du roi, la question est à nouveau posée, et le sous-entendu s'insinue. Alors, si vous êtes tombée enceinte au moment de ce viol présumé, c'est peut-être que vous avez connu avec le gris la petite mort que vous ignoriez avec votre époux. Bon, le spectateur contemporain, lui, va arriver à une toute autre conclusion. On se fait plutôt l'idée que l'enfant que porte Marguerite est sans doute celui de Legris. Et l'enfant qui donc devait être le fruit d'un accord parfait est en réalité la trace vivante, pourrait-on dire, du viol. Et il est même, plus précisément, pourrait-on dire, l'incarnation d'une fiction qui voile l'absence du rapport sexuel, fiction qui cache la vérité criante du film, à savoir que entre hommes et femmes, rien ne s'accorde jamais. Mais France, est-ce qu'il est quand même question d'amour un peu dans ce film ? Il est question d'amour. Ah. C'est un peu paradoxal dans cet univers de brutes qui se cogne dessus pendant 2h30. Il est question d'amour puisqu'il est question de littérature courtoise. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à ce que Lacan disait de l'amour courtois, à savoir ce qu'il disait sur la feinte sur laquelle repose l'amour courtois. Donc Lacan disait l'amour courtois, c'est pour l'homme dont la dame était entièrement au sens le plus servile la sujette, la seule façon de se tirer avec élégance de l'absence de rapport sexuel. Alors, ce n'est donc pas tant que les règles de la fine amour sont prétexte aux plaisanteries salaces, comme on le voit à la cour du comte Pierre, c'est que les chevaliers et leurs dames s'aveuglent de fiction voilant l'absence de rapport. Et c'est d'ailleurs ce que Marguerite elle-même dénonce dans un échange cinglant avec son époux à la fin du film. Elle va vilipender un code chevaleresque hypocrite, elle emploie le mot hypocrite, elle dit « tu es un hypocrite ». Donc code qui n'existe que pour masquer le pacte d'hommes animés de passions mauvaises, luttant pour leur bien. Et dans ce système, on l'aura compris, les femmes ne sont qu'un prétexte de plus pour se battre à mort. Alors, que vaut le jugement de Dieu dans un monde de fiction où, en définitive, tout le monde ment ? Alors, comme elle le révèle dans un échange badin avec Legris, Marguerite elle-même ne croit pas à l'amour courtois et elle ne goûte pas le roman de la rose. Mais elle continue pourtant de croire qu'elle va obtenir réparation. Et en cela, Marguerite n'est pas Jeanne d'Arc, parce que contrairement à Jeanne d'Arc, elle ne sait pas qu'elle est promise au bûcher si son mari est vaincu par son agresseur. Ça m'a fait penser à l'expression que Lacan emploie pour parler du fantasme de rêve, le bouclier imaginaire. Je trouve que ça tombe à pic, cette expression, dans cette fable de chevalier. Et en l'occurrence, cette expression, elle renvoie en cette occasion, je dirais, à ce « je n'en veux rien savoir » d'un désaccord structurel que le dernier duel met en scène. En définitive, la vérité que fait entendre le film tient dans une réplique, ou même plutôt un reproche de la belle-mère acariâtre à Marguerite. Elle lui dit « You cannot be pleased », elle lui dit. Bon. Et c'est là, me semble-t-il, qu'est la morale du film. La morale, c'est qu'à la cour, dans la chambre à coucher et dans la vie, rien ne s'accorde jamais. Une morale qui vaut toujours au XXIe siècle. Merci beaucoup, France, pour cette chronique qui nous donne envie de voir ce film. Oui, il faut le voir. Alors, revenons à notre débat. Hervé et Patrick, au fond, la question qui se pose, c'est pourquoi un tel succès ? Comment expliquer ça ? Est-ce qu'il y aurait un désir d'être machine, d'être réduit à un cerveau à notre époque ? Qu'est-ce que vous pourriez en dire l'un et l'autre ? Il y a plusieurs, je dirais, raisons de ce succès. Il y a le fait que c'est le succès de la science dans notre société, c'est-à-dire tout ce qui apparaît comme scientifique, je parlais tout à l'heure de pousse à la science, est attractif. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va avoir de plus en plus d'hypothèses vérifiées, d'objectivation dans un domaine où, précisément, on en manquait cruellement et où on avait des hypothèses qu'on pouvait considérer comme
vérifiable cliniquement, mais pas dans le sens d'une preuve scientifique habituelle dans les expérimentations des sciences naturelles. Et puis, il y a peut-être des raisons qui sont, je dirais, dans la psychiatrie particulièrement, évidemment, il y a des raisons économiques. C'est-à-dire que le fait de considérer que les troubles mentaux sont des troubles qui peuvent donner lieu à des corrections médicamenteuses peuvent jouer un rôle, évidemment, dans le fait qu'un certain nombre de parties prenantes vont avoir intérêt à ce que cette thèse se développe en opposition à une thèse qui développerait plutôt l'idée d'une psychogénèse, ou en tout cas d'une causalité mixte, et qui développerait plutôt les psychothérapies que les médicaments. Mais je veux dire qu'il y a aussi une autre raison, c'est que les psychoses, moi je peux le dire après plus de 40 ans de pratique, font quand même objection à la psychopathologie. On n'arrive pas complètement à cerner, je dirais, comme on le fait avec les névroses, où on a quand même, je dirais, pas fait le tour. Enfin, déjà à partir de Freud, et en plus avec les développements ultérieurs chez les post-freudiens, et tout particulièrement chez Lacan, on a réussi quand même à faire un bon tour sur ces questions de névrose. Sur la psychose, on est quand même beaucoup plus en difficulté. Il y a un reste. Et ce reste, est-ce qu'il va falloir considérer que c'est un reste biologique ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappe à la causalité psychique, définitivement. C'était un peu la thèse d'Henriet, Hervé en a parlé. Absolument. Il y a quelque chose qui échappe. Et du coup, il faut le remplir avec de la science pour essayer de comprendre. Ou alors, je finirai là-dessus, il y a... ou alors, on va continuer à travailler avec l'idée de la forclusion, l'idée du réel, qui va peut-être nous amener à cerner un peu plus, sans remplir par des objectivations ce reste de la folie, des psychoses, comme on dit. Voilà, moi, c'est mon idée. Hervé, il y a quelque chose qui n'est pas simple à comprendre, c'est comment comprendre au fond que les choses se soient fomentées concernant la thèse neuro côté philosophie et qu'elle se présente comme science. Quel est le pour réutiliser une expression de tout à l'heure, le tour de passe-passe peut-être qu'il y a entre ces racines philosophiques à cette thèse neuro et cette volonté qu'elle a, peut-être suspect d'ailleurs, de se présenter comme science. Il me semble que quand on lit les neurobiologistes, dont certains se présentent eux-mêmes comme produisant une philosophie de la biologie, on est surpris par, disons-le, la pauvreté du raisonnement épistémologique proposé, alors que par ailleurs, ce sont, entre guillemets, de grands scientifiques, disons plutôt du côté du Collège de France. Il n'y a pas de doute sur leur place par rapport à la science, mais c'est quand on voit les conséquences qu'ils tirent, leur procès de généralisation, c'est-à-dire par exemple quand on passe de la limace de mer au rat et à l'homme, puisque c'est ça la logique qui est à l'œuvre, c'est-à-dire de complexifier et d'avoir une logique avec une série d'hypothèses où, puisque c'est naturel, ça devrait être comme, simplement on le complexifie puisque l'on passe d'un petit nombre de neurones à un très grand nombre de neurones. Donc quand on lit ça, on se dit, mais pourquoi c'est si pauvre ? Mais peut-être parce que l'hypothèse et la recherche théorique construite, elle a déjà eu lieu dans la philosophie, notamment dans la philosophie analytique, le courant analytique. Et on peut prendre un exemple parmi tant d'autres, les cours au Collège de France de François Recanati, qui explique très précisément comment la philosophie analytique, c'est-à-dire une philosophie qui se promeut de Frege et de Roussel, c'est-à-dire vraiment la philosophie se réduisant à l'argument formel. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Quand on lit Bertrand Russell, on s'aperçoit qu'il le dit très explicitement. Le philosophe doit être élevé à la dignité du scientifique. Le reste, c'est de la métaphysique, sous-entendu, c'est platonicien. Ils jouent plutôt tous Démocrite contre Platon. Donc la philosophie analytique est dans le cours, la conférence introductive à sa chaire Recanati, mais comme représentant d'un mouvement, dit que dans la philosophie,
enfin, alors que la France y était réticente, la philosophie analytique devient majoritaire, devient la philosophie. Car la philosophie analytique, quelle que soit sa finesse, sa subtilité, etc., c'est une volonté de produire enfin la nouvelle philosophie qui sera exclusive de toutes les autres philosophies et toutes les autres possibilités. Et là, il y a une théorie de l'esprit qui est élaborée. Mais c'est une théorie de l'esprit, et c'est là ce qui fait rupture avec nos formations intérieures, nos histoires intellectuelles. C'est une philosophie de l'esprit qui fait l'économie du langage verbal. C'est-à-dire que le langage lui-même, c'est un élément important, mais non essentiel. Et là, à partir de là, ils ouvrent et ils offrent la possibilité, en quelque sorte, du champ expérimental qui le vérifiera sous le microscope. Mais Hervé, quand même, il y en a qui font référence à Spinoza, en disant la fameuse phrase de Spinoza, « tout est nature ». C'est Damasio, par exemple. Voilà. Il y a quand même des courants qui font référence à Spinoza et qui opposent évidemment Spinoza à Descartes, en disant que finalement les psychanalystes restent sur le dualisme cartésien, et alors qu'eux sont sur une base spinoziste. Mais ça, c'est très important parce que tu as tout à fait raison, tous les neurobiologistes critiquent le dualisme cartésien, la glande spinéale, etc., en disant c'est le repoussoir même, alors que Spinoza essayerait d'articuler, ou bien ils ont une passion pour Leibniz, effectivement, l'homme réduit au mécanisme d'une montre, voire à la philosophie mécaniste du XVIIIe siècle, la Métrie et quelques autres. Mais c'est quand même l'idée que ça ne suffisait pas, et la philosophie analytique, en réintroduisant le caractère formel, a pu donner les conditions de possibilité de l'épistémologie à laquelle se réfèrent ces neuroscientifiques. Ça me paraît important parce qu'aussi bien dans la philosophie, il y a une volonté que ça devienne la philosophie, et Dieu sait évidemment que cette philosophie est complexe, intéressante, etc. Et ça a comme conséquence que la thèse neurobiologique devienne la clinique. Parce qu'il ne faut même plus cette distinction entre ce que nous appelons, nous, névrose et psychose. Les structures ont disparu, maintenant, voilà, il y a des spectres. Et simplement pour la neuro, c'est est-ce que les lésions sont réparables ou bien les neurones ont été détruits? Dans un cas, on a la névrose, dans l'autre cas, on a la psychose. On voit ça dans les délires, par exemple, où ils cherchent à globaliser la question du délire, les délires qu'on voit dans les fièvres ou dans les maladies neurologiques et les délires psychotiques. Ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence parce qu'ils s'en tiennent globalement au contenu, aux idées du délire. Mais il n'y a pas d'idée délirante en soi. Il y a des sujets délirants. Et à partir du moment où vous n'avez pas cette approche, après tout, vous passez à côté de la question. Du coup, évidemment, il peut y avoir des petites différences, mais la vraie différence, c'est que quelqu'un qui a un délire neurologique n'est pas psychotique nécessairement. Et pour eux, par exemple, c'est pas un sujet délirant. Est-ce que tu es d'accord que pour eux, cette distinction que tu fais, que nous faisons entre psychiatrie et neurologie, est une dichotomie qui, pour eux, n'a plus aucune existence? Ils superposent les deux. Absolument, ils superposent psychiatrie les deux. Et neurologie. Ils superposent tout à fait les deux. Et ceux qui, tu en faisais un peu allusion, sur ceux qui prônent la neuropsychanalyse, ils parlent de l'Entwurf, le fameux esquisse. Voilà. Alors là, il y a plein de thèses. C'est le texte préféré de ceux qui souhaitent un rapprochement entre la psychanalyse et il y en a qui disent que c'était une intuition géniale de Freud, qui était vraiment le premier, je dirais, le premier neuroscientifique. Oui, c'est ça. Et puis il y a ceux qui disent, non, il a fait une rupture. Donc les deux, comme on ne saura jamais ce que Freud lui-même, si dans les lettres il a clairement dit qu'il rompait. Oui. Mais enfin bon, on peut toujours dire qu'il a dit ça, mais donc il faut vraiment travailler l'Entwurf, parce que c'est à partir de là que c'est la thèse physicaliste qui était attribuée à Freud. Et au fond, quelqu'un comme Changeux ne cesse de dire quel dommage que ceux qui ont suivi Freud aient abandonné. Nakache, bien sûr. Au fond, vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il s'agit d'un nouvel obscurantisme. Et donc, comment combattre cet obscurantisme? L'obscurantisme, oui, parce qu'il me semble que la psychanalyse, a essayé de mettre de la lumière
sur ce que les Lumières mettaient dans l'obscurité ou laissaient dans l'obscurité. Or, on a l'impression qu'en supprimant la psychanalyse, on va supprimer ce mouvement qui consistait à essayer d'éclairer par l'inconscient freudien, et après peut-être même l'inconscient lacanien, de mettre de la lumière sur justement ce qu'on peut appeler la philosophie des Lumières, le mouvement des Lumières en général, laissait dans l'obscurité quand même. Mais c'est une obscurité pour nous, parce que eux prétendent être dans la transparence. Lorsque, par exemple, ils réduisent le lien, y compris le lien social, par exemple, à l'intention de communiquer. C'est-à-dire, ce sont toujours des cerveaux rationnels. Par exemple, la dyslexie. La dyslexie, comment la définissent-ils ? Je résume, il y a quelques différences selon les auteurs, mais enfin, ils disent à la fois, c'est une maladie génétique, plus des difficultés de connexion des synapses. Et donc, ils ne parlent plus de la dyslexie, ou de l'enfant dyslexique, ou comme nous faisons, nous, de tel enfant dyslexique, sous-entendu, la dyslexie est inséparable du sujet, mais il parle du cerveau dyslexique. C'est-à-dire la dyslexie, ça se voit. Et avec une grande entreprise de déculpabilisation à la fois de ceux qui sont atteints par ces symptômes, ces difficultés, et les parents, c'est une maladie, et on va produire des méthodes de remédiation neuronale, par d'ordinateurs, etc., voire avec un rêve qui n'est souvent pas tout à fait explicitement dit, mais ça marche si bien chez les singes, chez les chats et chez les rats, à savoir l'intervention dans le cerveau lui-même. Et ça ne se fait aujourd'hui que dans les cas d'Alzheimer ou bien de certaines maladies vraiment à des accès très graves. Parkinson aussi. Voilà. Ça se fait. Et c'est ce qu'on appelle des éléments crâniens. Ça se fait aussi maintenant dans les dépressions résistantes. Voilà. Le département universitaire de psychiatrie de Marseille, vous savez, maintenant, tous les départements, quand vous cliquez, ils présentent à différents hôpitaux leurs objectifs, leurs méthodes et leurs articles. Eh bien, ce sont des travaux sur l'innervation, le masque, le casque, etc., où effectivement, on va intervenir sur le cerveau lui-même dans sa matérialité. Et ils disent, là, on est scientifique. Un dernier mot, Patrick ? Oui, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça ? Est-ce qu'on décloisonne et on dialogue avec ceux qui veulent bien dialoguer avec nous ? C'est possible. Ou est-ce qu'on considère qu'on n'a rien à tirer d'un dialogue avec des gens qui ont des options totalement, je dirais, en opposition avec nos principes éthiques ? Et il faut, je crois, combattre leur concept, c'est-à-dire démontrer les tours de passe-passe épistémologiques et les gouffres, comme disait Jacques-Alain Miller, qui a fait des textes admirables sur ce thème lorsqu'il a isolé le concept de neuro-réel. Effectivement, c'est-à-dire qu'entre les résultats qu'ils peuvent obtenir et leur généralisation, il y a vraiment un abîme, un gouffre, ce sont ces expressions, avec une multiplicité d'hypothèses qui sont présentées comme pas encore vérifiées, mais susceptibles de l'être bientôt. Oui, c'est une rhétorique de la promesse. Patrick Landman, Hervé Castanet, nous vous remercions beaucoup. Et passons sans plus attendre à la dernière rubrique de notre émission, Actualité de la psychanalyse. Eh bien, nous voilà. Bonjour Philippe Lasagna. Bonjour. Eh bien, vous êtes psychanalyste à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne, de l'Association mondiale de psychanalyse. Et pour aujourd'hui, vous vous êtes penché pour nous, pour notre émission, sur un aphorisme de Lacan, l'inconscient, c'est la politique. Alors, d'abord, Philippe Lasagna, comment faut-il entendre cet aphorisme ? Je crois que d'abord, il faut entendre que la première fois que Lacan prononce cet aphorisme, c'est le 10 mai 1967. Donc juste avant 1968, donc ça avait une résonance importante. Et il le met en parallèle avec un aphorisme de Freud très célèbre, l'anatomie, c'est le destin. Et je crois qu'aujourd'hui, ça résonne d'une façon extraordinaire, puisqu'au fond, la politique, aujourd'hui, est infiltrée, en quelque sorte, par la question de la sexualité. Oui. Alors, ce qui est aussi remarquable
à l'époque, c'est qu'il critique, dans le séminaire où il prononce cette phrase, un psychanalyste américain, assez célèbre à l'époque, qui a dit comme source de la névrose, avec la source de la névrose, c'était le fait de chercher à être refusé. Et que ça, il ne fallait pas chercher à être refusé. Et Lacan, à l'époque, a dit, mais il y a quelque chose de bien dans le fait, il ne faut pas toujours chercher à être accepté. Et évidemment, à l'époque, ce dont il parlait, c'est être accepté dans l'impérialisme américain pour les Vietnamiens. Et au fond, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que, évidemment, les choses ont changé, mais les gens se méfient d'être, sinon acceptés, du moins d'être assignés à quelque chose. Et ça fait l'actualité de ce concept de l'inconscience et la politique. Alors dire l'inconscience et la politique, Jacques-Alain Miller avait souligné il y a quelques années sur le fait que l'inconscience est toujours assez difficile à définir, alors que la politique, ça pouvait sembler, il y a quelques années, plus facile. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de singulier, c'est que la politique devient plus difficile à définir. Alors, Lacan l'a défini, en quelque sorte, la politique. Il l'a défini comme le lien des hommes entre eux. Et cet aphorisme de l'inconscience et la politique, c'est aussi une époque où Lacan va parler de quelque chose d'essentiel, c'est la notion de discours. C'est-à-dire que ce qu'il appelle la structure, ce qui nous détermine en quelque sorte. Il a longtemps dit c'est bien sûr le langage, mais là il dit c'est aussi le discours. C'est-à-dire le discours comme lien humain. Et je crois que dans l'inconscience et la politique, il faut entendre que le discours, c'est le lien humain. Simplement, son hypothèse, c'est que tous les discours peuvent s'envisager avec un certain discours qui vient, au fond, boucler, si l'on peut dire, ce qu'il a appelé la ronde des discours. Et c'est justement le discours de la psychanalyse. Mais si on plonge aujourd'hui l'inconscience et la politique dans l'actualité, au fond, on a l'impression, je vous propose ça, d'avoir affaire, c'était peut-être pas le cas en 67, à la question plutôt des identités ou des transidentités. Ça serait un peu ça, l'actualité de la politique des identités. Alors, ce qui est frappant, disons, dans la politique d'aujourd'hui, c'est que la politique du XXe siècle, c'était quand même la politique du sujet. Oui. Le sujet politique. Et au fond, aujourd'hui, on peut dire que c'est la politique plutôt des corps, ce que Foucault appelait la biopolitique. Et la biopolitique, ça met en jeu la question de la jouissance des corps, sur lequel Lacan a beaucoup travaillé et a avancé un certain nombre de thèses. Mais ce qu'il faut retenir d'important dans cette dimension de la biopolitique, c'est justement l'irruption sur la scène politique de la sexualité. Et on peut dire à ce niveau que la psychanalyse n'y est pas pour rien. Simplement aujourd'hui, disons que ça crève un petit peu les yeux. Et ce qui crève les yeux, c'est que le lien des hommes entre eux oublie quand même qu'il y a des hommes et des femmes. Et donc il faut un petit peu rectifier ce lien des hommes entre eux pour s'aviser de quoi ? S'aviser que ce qui fait problème à la politique aujourd'hui, de façon particulière, mais à travers le monde, c'est en effet la relation des hommes et des femmes. Le lien qui existe entre les hommes et les femmes. Et ce lien n'apparaît rien moins que simple. Alors on pense le résoudre, ce lien, par l'identification. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et au fond, l'idée de genre signifie que, a priori, l'anatomie n'est pas le destin. C'est-à-dire c'est une question de choix. C'est pour ça d'ailleurs que c'est amusant que les deux phrases aient été dites en même temps. Et Lacan d'ailleurs s'est un peu opposé à Freud sur l'anatomie, c'est le destin. L'anatomie n'est pas le destin, et donc aujourd'hui, nous voyons que, en effet, l'identité n'est pas quelque chose de fixe. Alors, dans la question de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, Freud avait
ça a un petit peu d'ailleurs pu faire scandale pour certains, pu affirmer qu'au fond, pour ce qui est des hommes, la chose est assez simple, et au fond, ça procède d'une identification au père qui passe par aussi le règne, disons, du phallus, et aussi, il faut bien le dire, le règne de la castration. Mais il se posait la question, il disait au fond, pour ce qui est des femmes, il y a une énigme. Ça ne va pas tout seul. Et ce qu'il y a de curieux à l'heure actuelle, c'est une certaine appétence au niveau, si on choisit son identité, d'être du côté de l'énigme. Pour les hommes aussi. C'est-à-dire de se dire, après tout, ce qui est intéressant, ça n'est pas être ce que tout le monde connaît, en effet, ce qu'est la tradition, c'est-à-dire ce qui est du côté de l'homme, mais c'est ce qui fait une énigme et ce qui paraissait un petit peu, on peut dire, refoulé, qui est la position féminine. Mais au fond, cette promotion de l'identité actuellement, dans le discours actuel, est-ce que ce n'est pas justement cette question de l'énigme de l'identité qui se trouve fort close dans les discours actuels et qui justement place l'identité comme position sexuée en signifiant maître, au fond. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et l'autre question que je vous poserais, c'est quelle place pour l'inconscient, au fond, dans la politique telle qu'elle se présente actuellement? Alors, ce qui est intéressant dans votre remarque, c'est qu'au fond, classiquement, si l'on peut dire, politiquement, on pensait que la sexualité intervenait au niveau d'une subversion de l'ordre social. Ça, c'était le XXe siècle, c'était mai 68, si vous voulez. Et au fond, avec, de façon un petit peu paradoxale, avec la théorie du genre, il peut sembler que la question de l'identité rejoigne les questions qu'on appelle aujourd'hui identitaires. Et je crois que c'est important de les séparer, ça n'est pas du tout la même chose, même si c'est le même terme. C'est-à-dire que la question identitaire vise à fixer des identités. Et on voit bien qu'au fond, la question des transidentités vise à rendre, disons, les identités liquides. Et au fond, les affirmations un peu crispées de transidentité, c'est qu'on veut surtout affirmer la transition plus que la fixité et la possibilité de transition. Alors ça correspond, ça résonne avec un monde liquide où, au fond, toute chose pourrait être autrement. Alors, du point de vue de l'inconscient, les identités, c'est plutôt la dissolution. C'est-à-dire que si on laisse parler l'inconscient corrode, c'est un acide assez puissant, pour corroder les identités fixes. Alors, de ce côté, on pourrait dire qu'il met en question les identités. Mais d'un autre côté, ce que découvre l'inconscient, c'est qu'il y a quelque chose de plus important, en quelque sorte, que l'identité, c'est le désir. Et le désir va toujours contre l'identité. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est qu'au XXe siècle, on a beaucoup fait valoir le désir, et aujourd'hui, on peut dire que l'identité n'est pas forcément la voie du désir. On a l'impression aussi que, puisque vous vous rappeliez qu'en 67, Lacan évoque les discours, on a l'impression quand même que c'est moins un problème de discours, enfin une question de discours ou d'idéologie que d'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, alors, donc, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, oui. Et je crois que c'est d'ailleurs la leçon de la biopolitique, dans ce séminaire où Lacan dit l'inconscience et la politique, il dit quelque chose qui, après coup, nous semble une innovation importante. Il dit l'inconscient, c'est la politique, et il dit l'autre, c'est le corps. Ce qu'il appelle l'autre, dans ce séminaire, c'est le grand autre. C'est-à-dire, normalement, le grand autre, celui qui organise un petit peu le lien entre les hommes, c'était le langage. Et là, curieusement, je crois qu'il sidère un peu son assistance en disant « c'est le corps ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose
de la jouissance du corps qui vient introduire un certain désordre dans ce qui pouvait paraître l'ordre du langage. Et au fond, Lacan va accentuer toujours cette direction-là. Alors, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'au fond, on est passé d'une politique du sujet qui allait avec la position des sujets, la position sociale, la position économique, dont on s'étonne qu'elle ne débouche pas sur plus de conflits parfois, à une position où ce qui détermine les sujets et ce qui détermine le lien entre les sujets, ce qui les collectivise, c'est l'émotion. Et ce qui est important, c'est l'émotion, ça peut aller évidemment de la haine, de la peur, mais aussi de l'indignation. Certains ont pu parler aujourd'hui d'une génération outragée, c'est-à-dire les gens se sentent très facilement outragés. Et au fond, c'est ça qui fait la collectivisation. Alors ce qui est important, c'est que ces collectifs émotionnels, et ce règne de l'émotion dans la politique, est aussi quelque chose qui va pousser et qui va être facilité, disons, à la fois qui va pousser, à la fois qui va être facilité par le fait que cela met au premier plan les images et le présent. C'est-à-dire quelque chose où ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe Lasagna d'avoir levé le voile sur cet aphorisme de Lacan. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission qui sera diffusée le 11 décembre à 18h30 précise. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne fin de soirée, Éric. Bonne fin de soirée, Angèle. Merci. Au revoir.